Je vous invite, c'est bon? Je vous invite à accueillir chaleureusement Marc Poulain. C'est là. Ça va bien? D'accord. Excusez-moi. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir bravé le froid et les problèmes de circulation de transport en commun aujourd'hui. Je me présente, Marc Poulain. Le titre que je me donne, parce que je travaille à mon compte, c'est architecte et concepteur de sites web rentables. En fait, je suis un consultant dans le web. Je travaille au niveau avant réalisation. Donc, je prépare des prototypes ou des spécifications qui vont aller se faire développer plus tard. Mes dada, l'ergonomie, tout ce qui peut aider à faire une réussite d'un site web et également le temps-réponse. Ça va bien? Oups. Mais avant de parler de site web, il faut regarder comment on réussit à avoir un succès en affaires. Et c'est pas compliqué, ça prend un produit qui a du bon sens et suffisamment de monde qui s'y intéresse. Et de plus en plus, ça prend un bon site web. Mais aujourd'hui, même si vous avez le plus beau site web au monde, ça prend les 2 premiers points en partant. Parce qu'un très bon site de commerce électronique extraordinaire qui aura coûté 1 million de dollars ne réussira pas à vendre mes ongles d'orteil. Donc, est-ce qu'on peut se passer d'un site web? Oui, mais de moins en moins souvent. Premièrement, parce que votre compétiteur, lui, en a un site web. Et aussi parce que les gens, leur source d'information primaire, ça commence à être l'Internet. Il y a l'Université de Stanford en Californie qui a fait une étude en 2006. Et je trouve que le chiffre est un petit peu élevé, là, mais ça disait que 75% des gens utilisent l'Internet comme source d'information principale. C'est beaucoup, 75, mais enfin. Peut-être que c'est vrai aussi. En tout cas, c'est en train de le devenir. Maintenant, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un site poche? Je ne crois pas. Car moi, personnellement, quand je vois un site web qui est très mal fait, je me dis peut-être que les produits sont très mal faits, peut-être que la compagnie va tout croche. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à faire affaire avec une compagnie dont le site web est vraiment poche. Mais évidemment, comme je suis dans le milieu, je suis sans doute un petit peu biaisé. Le contenu de la présentation ce soir. 3 morceaux. Le premier, c'est un modèle sur lequel je travaille depuis 2 mois. Vous allez en avoir la primeur ce soir. Ensuite, je vais vous parler d'un modèle de conception web d'un monsieur qui s'appelle Jesse James Garrett. C'est un modèle qui date d'une dizaine d'années. Et s'il reste du temps et si j'ai encore un petit peu de voix, je vais vous parler de quelques réflexions qui tournent autour de la rentabilité des sites web. Le modèle des pourquoi. C'est comme ça que je l'ai appelé. J'espère lui trouver un nom un peu plus intéressant. Là, si vous avez des suggestions, ça va me faire plaisir. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans mon fil RSS, dans Twitter, je vois régulièrement passer des articles qui donnent des recettes de succès sur le web. Et puis là, évidemment, ça dépend un peu de qui est-ce qui pond le billet. Si ce sont des gens qui font de la rédaction web, bien évidemment, la rédaction web, c'est la première chose la plus importante, puis ensuite, il y en a d'autres. Si on vend du référencement, bien, c'est le référencement en premier, puis d'autres éléments. Enfin, tous ces gens-là ont en général raison. Il y a tout plein d'ingrédients qui font qu'un site web peut être vraiment intéressant. J'en ai fait une petite liste là, que vous pouvez voir. Évidemment, de nos jours, les réseaux sociaux, le Web 2.0, tout le monde ne parle que de ça, les blogs aussi. Mais en regardant ces ingrédients-là, la question que je me suis posée, c'est
pourquoi ces éléments-là contribuent au succès d'un site web. Parce qu'il y a sans doute des choses qui peuvent se remplacer l'un l'autre. On n'est pas obligé de tout faire ça exactement. Donc, j'essayais de trouver un modèle qui me permettrait de dire, bon bien, par exemple, le référencement, c'est bon pour telle raison, les blogs pour telle autre raison. Puis j'en suis venu à ma première version, la version 1.0 de mon modèle des pourquoi. Et puis essentiellement, tous ces ingrédients-là existent pour deux raisons. Soit pour acquérir des visiteurs, ou encore pour les convertir. J'ai fait un petit tableau pour associer un peu les ingrédients qu'on a vus tantôt aux deux pourquoi. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, là, mais pour acquérir des visiteurs, évidemment, des bons contenus, du référencement, de la publicité, des médias sociaux. Pour les convertir, un site crédible qui inspire confiance, l'ergonomie, évidemment l'accessibilité. Et au fur et à mesure que je brassais toutes ces idées-là, je me suis dit, je pense que je suis capable d'améliorer mon modèle de 50 %. Je vais rajouter un pourquoi. De 2 à 3, ça fait 50 %. Et là, je me suis dit, bon bien, on ne fait pas juste les acquérir, on veut les fidéliser, les visiteurs, et on veut les convertir. Mais moi, je vous l'ai dit tantôt, j'ai comme dada l'ergonomie, facilité d'utilisation. Il y a aussi l'expérience utilisateur. Ça fait que je me suis dit, au lieu d'utiliser des termes de marketing comme fidéliser, je vais penser expérience utilisateur. Fait que j'ai changé les noms un petit peu pour ceci. Faire venir ses clients. C'est encore mieux. Et là, j'ai changé un petit peu mon graphique. Excusez s'il est laid, c'est ma marque de commerce, je ne suis pas capable de faire mieux. Et on n'est pas supposé de rire. Donc, c'est le modèle où, en vert, évidemment, c'est là qu'on va chercher, qu'on va réussir à faire de l'argent. Maintenant, on a 3 pourquoi. On a toute une série d'ingrédients pour avoir du succès. J'ai essayé de les associer ensemble. Fait que là, j'ai utilisé mon premier pourquoi, puis je me suis dit, bon bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ne coûterait pas trop cher pour amener de la clientèle, amener des visiteurs? Évidemment, publier son nom de domaine un peu partout, dans toutes les communications de l'organisation. Ça veut dire les cartes d'affaires, les en-têtes de papeterie. Ça veut dire sur la facture, sur le reçu, sur la documentation, sur l'emballage, etc. À peu près tout partout. Et évidemment, si on fait de la publicité, inclure le nom de domaine, que ce soit sur des affiches publicitaires, des circulaires, etc. Ça ne coûte presque rien d'ajouter le nom de domaine, mais ça va vous amener des visiteurs. Maintenant, il y a d'autres moyens où là, ça fait venir des gens, mais il faut payer à chaque fois. L'achat de mots-clés et de bannières. On se donne un budget. Lorsqu'on arrête de payer, on arrête d'avoir des visiteurs. Versus d'autres moyens où on paie une fois et le bénéfice se poursuit dans le temps. Par exemple, le référencement naturel. Si on fait un bon travail de référencement naturel avec notre site web, on paie une fois l'investissement et ça dure pendant des années. Évidemment, il y a toujours moyen d'optimiser, d'améliorer, mais essentiellement, c'est comme ça. Si on met des fonctions sur le site de partage de contenu, comme envoyer une page à un ami ou partager sur Twitter, ça va faire qu'il y a des gens possiblement qui vont venir à notre site web. Enregistrement de produits. Ou encore, si vous avez une organisation qui est relativement importante et vous voulez faire parler de vous dans les journaux.
C'est une bonne idée d'avoir une section dédiée pour les médias dans votre site Web, avec les photos des dirigeants, les allocutions, ce genre de choses-là, pour faciliter le travail des journalistes, pour qu'ils puissent plus facilement mentionner le nom de votre compagnie et votre nom de domaine dans les journaux. Maintenant, on va faire un petit test. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes de Web Analytics ici, mais ce que vous voyez, pas très clairement, mais enfin, c'est Ali Baba dans sa caverne avec ses trésors. J'aurais 2 questions à vous poser. Tout d'abord, combien il y a de visiteurs et combien il y a de nouveaux visiteurs en supposant que sa caverne, c'est un site Web? Je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées. Combien il y a de visiteurs au total? 40. Presque, on est proche. 41, c'est ça. Ali Baba et ses 40 voleurs. Sauf que, combien il y a de nouveaux visiteurs? C'est ça, 0. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, là. Une bière pour celui qui a dit 0. C'est qu'il y a beau avoir un trésor de site Web, personne n'est capable de le trouver. Donc, pour un site Web, c'est la même chose. Il faut non seulement convertir, une fois qu'on est dedans, ça va pas être très intéressant, il faut être capable d'amener des gens. Maintenant, le deuxième pourquoi, trouver des moyens pour faire revenir les visiteurs à notre site Web. Évidemment, c'est comme pour les restaurants. Une expérience positive dans les visites précédentes vont faire que vous allez avoir des nouveaux visiteurs. Comment obtenir ce résultat-là? Bien, des moyens où on fait un investissement puis ça dure longtemps, c'est de mettre du contenu d'intérêt pour les gens. Ça peut être de la foire aux questions, mais plein d'autres choses aussi. Ça peut être différentes fonctions qui vont simplifier la vie des gens. Je pense à différentes alertes. S'il y en a qui font des placements à la bourse, il y a moyen, avec les courtiers en ligne, d'avoir des alertes lorsque une action atteint un certain prix. Ou encore, il y a le massif dans la région de Québec. Lorsqu'il y a des précipitations de tant de centimètres de neige, on reçoit une alerte. Des choses comme ça ou des alertes de disponibilité de cours. Les fils RSS également, c'est la même chose. On se fait aviser qu'il y a du nouveau contenu. Évidemment, le temps-réponse, c'est particulièrement important dans l'expérience utilisateur. Si vous n'avez pas un bon temps-réponse, moi en tout cas, vous êtes barré de ma liste de sites que je visite parce que il me semble que je n'ai pas le temps pour ça. Il y a d'autres moyens où il faut payer constamment. Ceux qui bloguent ici, vous savez, c'est du travail. Mais ce n'est pas du travail juste une fois. C'est du travail régulièrement. À toutes les semaines ou à tous les mois, il faut pondre du nouveau contenu. Donc, le coût de ce travail-là est réparti dans le temps et, évidemment, en tout cas, dans mon expérience à moi, ça fonctionne relativement bien et ça amène constamment des visiteurs. Des nouvelles, c'est du nouveau contenu également. Ça peut être des nouvelles à propos de soi-même ou à propos de l'industrie. Pensez à Mashable, par exemple. Ou encore des infolettres. Des exemples concrets, j'ai pris ça dans ma propre vie. Je reçois, je pense que c'est le lundi matin, le sommaire des activités de mes contacts dans LinkedIn. Je suis également dans Plaxo. Quand c'est la fête de quelqu'un, on m'avise. J'étais sur SlideShare en 2009 et on m'a envoyé en janvier mes statistiques de visionnement de mes présentations. Je suis aussi un joueur de golf et puis GolfTown m'envoie les nouveaux produits et les promotions. Amazon m'a envoyé un petit courriel concernant les meilleurs livres de décembre. Sur Twitter, lorsque quelqu'un vous suit, vous êtes averti.
quand quelqu'un fait un blog, fait un commentaire dans un blog après vous, ou ça peut être dans Facebook aussi, vous recevez un courriel disant que telle personne a fait un commentaire. Évidemment, il y a d'autres choses. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Jacob Nielsen. Il publie une infolettre 2 fois par mois environ. C'est un gourou de l'ergonomie. Infopresse publie à chaque matin des nouvelles et Agent Solo nous envoie des notes lorsqu'on a des contrats qui correspondent à nos profils. Tout ça, c'est des exemples d'actions qui sont prises et qui m'incitent à retourner sur le site Web original. Mais pour ce qui est de faire revenir des visiteurs, il y a des cas particuliers. Des cas, le premier, lorsque la décision d'achat est très, très simple, la valeur de ce qui est acheté est relativement basse, le processus décisionnel est très rapide. C'est un peu comme lorsqu'on n'est pas loin de la caisse au Provigo puis qu'on est prêt à payer, on va se prendre une barre de chocolat ou quelque chose du genre. À ce moment-là, c'est moins important d'investir dans des fonctions pour faire revenir le visiteur. C'est mieux d'investir dans la conversion. Par contre, dans le cas contraire, où le processus décisionnel est relativement compliqué, la personne ne prendra pas une décision comme pour acheter une voiture, une maison, à la première visite. Il va falloir qu'il revienne quelques fois qu'il y pense. Donc, à ce moment-là, c'est un cas où il faut vraiment travailler pour trouver des raisons pour que la personne revienne plusieurs fois sur le site jusqu'à ce qu'il soit prêt mentalement à faire sa décision. Ça couvrait le deuxième pourquoi. Le troisième maintenant, convertir les visiteurs. Évidemment, ça c'est une vérité de la palisse. Mais il faut également des appels à l'action dans le site Web qui fonctionnent bien. On va en voir quelques exemples tantôt. Il faut que le processus de conversion également soit bien pensé, soit facile d'utilisation. Combien de fois vous avez rempli des formulaires et vous avez abandonné en plein milieu, ou encore vous étiez en train d'acheter un bien, il y a 4 étapes des fois là, dans un processus de check-out, et puis on abandonne en plein milieu parce ça ne nous plaît pas. Évidemment, ta réponse, encore une fois, très important pour convertir les visiteurs. Finalement, confiance, crédibilité. Où là, présentation, témoignage. Moi, personnellement, j'ai de la misère à sortir ma carte de crédit quand je ne suis pas capable de connaître l'adresse physique et le numéro de téléphone de la personne avec qui je fais affaire. Politique de confidentialité, et si on échange des données très confidentielles, bien, je veux que ça soit fait en SSL. Des exemples. Effectuer un achat, un don, m'abonner. Ça, les 3 premières, ce sont des conversions qui impliquent de l'argent. Une infolettre, s'inscrire à l'infolettre, un fil RSS ou encore télécharger une présentation. Là, c'est un autre type de conversion. C'est un début de conversation qui va mener éventuellement à une conversion. Donc, il y a 2 sortes de types de conversion qui se font. Ici, j'ai pris des exemples que j'ai trouvés d'appel à l'action où on incite les gens à prendre action pour se convertir de visiteurs à clients ou au moins démarrer des conversations. Mais, comme dirait Yvon Deschamps, ce modèle-là, qu'est-ce que ça donne? À quoi ça sert? Bien, il y a deux choses principalement. Tout d'abord, comme outil de diagnostic. Si vous avez déjà un site, posez-vous les questions demain matin quand vous rentrerez au bureau. Dites-vous, est-ce que le site que j'ai couvre bien les 3 pourquoi? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour attirer des gens, les faire revenir et les convertir? On va voir tantôt
des mesures de Web Analytics. Mais posez-vous ces questions-là. Donc, une des utilisations de ce modèle-là, c'est au niveau du diagnostic. L'autre, c'est lorsqu'on est en phase de conception d'un site Web. Particulièrement lorsqu'on fait la stratégie, la vision du site Web et qu'on en détermine la portée, mais c'est là qu'il faut regarder à équilibrer les investissements dans les 3 pourquoi. Les mesures, évidemment, le nombre de nouveaux visiteurs à son site Web, le nombre de visiteurs le nombre de ceux qui sont venus et qui étaient déjà venus auparavant. J'ai inventé le terme revisiteur, là. Mais enfin, si vous avez une meilleure idée là, pour un mot, dites-le moi. Et évidemment, le taux de conversion. Tout le monde est éveillé? On va faire un test. On va faire un test pour voir si vous êtes vraiment éveillé ou si la bière vous a assommé. Vous allez laver la main, tous ceux qui ne sont pas allés à la réunion des pédophiles anonymes en janvier. Je répète, levez la main ceux qui ne sont pas allés à la réunion des pédophiles en janvier. Bon, là, j'en trouve quelques-uns, là. Vous n'êtes plus anonymes. Ceux qui n'ont pas levé la main. Bon. Donc, tout le monde est réveillé, là? D'accord. La première partie est terminée. On a fait à peu près les 2 tiers de la présentation. Je vais vous présenter un peu mon moment Eureka de 2009. En avril dernier, en avril 2009, j'ai présenté une conférence qui s'intitulait « Risques, rendements et enjeux du développement de sites Web ». Et j'y avais proposé une méthode d'organisation, disons, d'un projet Web avec 3 phases. Stratégie, conception, réalisation. Et j'avais explosé la phase de conception de la façon suivante, où on regardait les pages, les fonctions, on priorisait, on faisait une arborescence, etc. Mais c'est ce que j'ai présenté, mais je n'ai jamais été très, très satisfait de moi-même. Je trouvais ça ordinaire un petit peu comme présentation. C'est relativement exact, mais il me semble qu'au niveau communication, j'aurais pu mieux faire, mais je n'ai pas été capable. Et à l'automne, il y a Sandrine Promtep, qui est une ergonome, qui m'a fait découvrir le monsieur Jesse James Garrett, qui avait une solution à mon problème. Évidemment, il ne faut pas le confondre avec Jesse James, le bandit du 19e siècle. Jesse James Garrett, peut-être les gens de W3 Québec le connaissent, c'est celui qui a inventé le terme Ajax. Il est également cofondateur de sa propre firme, Adaptive Path, une firme de stratégie et conception web. Et c'est un tripeux de conception centrée utilisateur. Il a publié son modèle en 2000 et il a repris ces idées-là dans un livre en 2002. Le cœur de son modèle, c'est ce petit dessin-là. Imaginez un édifice à 5 étages, où la stratégie, c'est la fondation de l'édifice. On part de la fondation et plus on monte dans les étages, plus on commence à être dans le concret. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la partie portée. Parce que si on parle de rentabiliser un site Web, on parle de faire les bons choix au niveau des investissements. Et c'est à la portée qu'on peut faire ces choix-là. Il y a aussi l'élément de budget. Lorsque vous avez un budget limité pour développer un site Web, puis à un moment donné, il faut savoir se limiter, il faut savoir faire les choix difficiles, et c'est à cette étape-là que ça se fait, à la portée. Vous voyez, l'apparence, c'est en dernier, c'est le dernier des étages.
Si vous voulez faire un site web qui va être rentable, je pense que la première étape, ce n'est pas de faire des maquettes et de vendre ça à votre client. C'est plutôt de commencer à parler stratégie, qu'est-ce qu'on veut faire avec le site web, quelle synergie on peut atteindre entre le site web et l'entreprise, l'organisation. Maintenant, ce bel édifice-là, il y a un élément que ça ne représente pas encore, c'est la dualité du web. Le web, c'est du contenu rédactionnel et audiovisuel, de plus en plus grâce à Christian, mais c'est aussi du contenu fonctionnel, des applications. Et il a réussi à très bien intégrer ça dans son schéma. On avait le schéma initial. Et là, on voit comme une division verticale. Du côté gauche, il y a les éléments fonctionnels et du côté droit, les choses au niveau informationnel. C'est ça mon moment Eureka 2009. Chacun ses goûts. Au niveau du plan de projet, quelqu'un qui va suivre ce modèle-là va pouvoir, je crois, mieux organiser les différentes tâches dans son plan de projet et faire les choses dans le bon ordre. Parce que ça ne sert à rien de travailler à l'envers, de mettre la charrue devant les bœufs, parce qu'on se retrouve inévitablement à travailler sur des choses qui vont être jetables, par exemple. J'ai parlé tantôt du choix des investissements qui se font dans les deux premières étapes, les deux premiers étages du modèle. Et évidemment, ça fait ressortir également ce modèle-là la complexité de la conception web et le nombre de compétences qu'on a besoin pour faire du bon travail. Évidemment, je ne parle pas ici de sites web à 3 pages, là, mais des sites web de moyenne ou grande envergure. Une seule personne va vraiment devoir être un vrai génie pour être capable de maîtriser tous les différents métiers qu'il y a qui sont exprimés là. Comme limite, évidemment, au modèle, il n'essaie pas de... C'est pas un modèle de la Terre, du fonctionnement de la Terre en entier, mais ça couvre tout ce qui se fait avant la réalisation. Ça ne tient pas compte de l'architecture technologique. Oups. Et la ligne temporelle n'est pas tout à fait exacte. Ce n'est pas une ligne droite où on part de la stratégie puis on va vers la représentation visuelle là, du site. C'est plus une série là, de spirales où on avance, on recule un petit peu pour ajuster les choses, on remonte. C'est plus de cette façon-là que les activités se font. Mais à part ça, l'idée générale, c'est qu'on part de la stratégie, puis ensuite, à la fin, on a le design visuel. Pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus, c'est un petit livre, pas très épais, là, ça se lit bien, 30 $ sur Amazon. Je vous le recommande chaudement. Ça va? Oui. Quelques petites réflexions que j'ai eues. Je voulais vous parler un peu de la puissance de la conversion. J'ai pris un exemple où, à chaque vente qu'on effectuait sur le site web, on faisait un profit moyen de 200 $. Et le taux de conversion est d'1 %. Donc, avec 1000 visiteurs par mois, ça veut dire que je réussis à faire une dizaine de ventes. Ça me donne 2000 $ de profit par mois. Maintenant, si je veux doubler ce profit, passer à 4000 $, il y a deux options. Soit que je double mon nombre de visiteurs, et vous savez sans doute que ça ne se fait pas facilement, ou encore, vous augmentez de 1 % votre taux de conversion. Vous passez de 1 à 2, et ça devrait être
pas mal plus facile que de doubler le nombre de visiteurs. C'est un peu comme un effet de levier, le taux de conversion, parce que c'est habituellement relativement bas comme pourcentage. Et je crois que souvent, il y a des problèmes d'ergonomie dans les processus de conversion qui font que le taux est facilement améliorable. Je fais un petit jeu de mots un peu, là, c'est des développement durable, c'est un terme très à la mode. Non. Avec la conversion, on paie une fois et les bénéfices durent pendant des mois, des années possiblement. Versus l'achat de visiteurs, si on met des bannières ou on a du pay-per-click, où là, à ce moment-là, lorsqu'on arrête de payer, on arrête d'avoir de la visite. Ça, c'était dans ma présentation d'avril 2009 aussi, où vous avez les 3 phases du développement de site web. Je me suis amusé à faire une espèce d'inventaire des différentes compétences que ça prenait. J'ai arrêté à 30. Je pense qu'on pourrait en rajouter. Je trouvais qu'il y en avait assez. Mais c'est un peu pour vous montrer combien de métiers il existe pour développer un site web. Donc oui, une personne, on peut faire des choses intéressantes, mais il faut vraiment avoir beaucoup de talent. J'avais également ce graphique-là qui présentait le pourcentage de chacune des phases dans le coût total du projet. Évidemment, c'est toujours les programmeurs qui coûtent le plus cher, ou les intégrateurs. Ils ramassent entre 70 et 80 du budget. Je ne sais pas pourquoi. Mais il ne faut pas oublier que la valeur ajoutée, très souvent, va venir des phases de stratégie et de conception de la solution. Parce que c'est là que se font les choix les plus importants. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est développeur ne peut pas avoir des super de bonnes idées au niveau de la conception, mais lorsqu'il fait de la conception, c'est des dépenses qui se passent, qui sont imputées à la phase de conception, justement, et non pas à la phase de réalisation. Ça complète ma présentation pour ce soir. Ça va me faire plaisir de recevoir vos questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une première question pour Marc? Oui, Denis? Attendez que je vous donne le micro, s'il vous plaît, pour les gens sur Internet. Les gens sur Internet aussi, je vais prendre les questions si vous en avez par le biais du chat. Salut. En fait, ma question, c'est plus une question d'intégration dans tes pratiques. C'est une interprétation de différents modèles. Tu te l'as approprié, tu l'as personnalisé. Est-ce que c'est quelque chose que tu es déjà en mesure d'appliquer dans le type de service que tu offres chez Tango? Ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu réfléchis pour arriver avec une proposition de service qui est unique finalement, là, qui pourrait servir finalement chez vous à différencier des autres consultants en scénarisation, planification, tout ce qui vient avant la prod, là. Merci, Denis. Ce que je vous ai présenté, ça fait simplement partie de ma trousse d'outils. Comme service, j'offre la conception de nouveaux sites web ou encore des bilans de santé pour des sites web existants. Et dans les deux cas, j'utilise le modèle des pourquoi, justement, pour voir où est-ce qu'il y a des lacunes dans un site existant ou encore comment est-ce que je dois répartir les investissements que je fais dans les différents contenus, dans les différentes fonctions d'un nouveau site. Donc, c'est pas
Ce que j'ai présenté, ce n'est pas vraiment des produits, c'est simplement un outil parmi tant d'autres que j'ai dans ma trousse et ça pourrait être... j'ai des listes également là, de pense-bêtes pour ne pas oublier certains éléments aussi dans certaines étapes. C'est simplement... ça fait partie de mon coffre à outils. Est-ce qu'il y a une autre question? Une personne demande, est-ce que ta présentation va être disponible en ligne? Oui. En plus d'avoir la partie vidéo qui va être sur Ustream, je vais la mettre sur Share. Sur SlideShare. Sur SlideShare, oui, c'est ça. Ça va être, je vais la mettre demain probablement. Est-ce qu'on a une autre question pour Marc? Oui, bonsoir Marc, Bonsoir. Roy du Bibliothèque Québec. Je voulais savoir si tu avais des suggestions pour apporter ça à un client, cette idée que peut-être que la maquette ne serait pas la première étape d'un projet web. Je pense que tu n'as pas besoin de nous convaincre ici de ça, mais est-ce que tu as des idées pour nous aider à convaincre les clients de ce fait-là? Bien, j'ai fait un billet à ce sujet-là sur mon blog, marcpoulain.blogger.com, je crois, qui parle justement de cette problématique-là. Ça fait que ça serait peut-être ceux qui suivront, qui iront sur mon... Bien, regardez, justement, marcpoulain.blogspot.com. C'est dans mes 10 derniers billets, probablement. Des listes d'arguments. Oui. Bien, les grandes lignes, c'est que essentiellement, si tu commences à faire ton dessin de ce que ça va avoir de l'air visuellement là, avec la maquette, bien, tu n'as pas encore réfléchi tu n'as pas fait la stratégie encore, tu n'as pas déterminé la portée de ton site. Tu n'as pas fait, évidemment, l'architecture d'information, donc la structure du contenu dans le site. Tu n'as pas déterminé qu'est-ce qui est important, comment est-ce que tu allais le disposer, parce que tu n'as pas encore fait le travail, essentiellement, de réflexion. Donc, ça va très mal de commencer à faire une maquette qui va contenir, qui va montrer non seulement les éléments visuels là, de couleur et de graphisme, mais ça démontre aussi ta navigation. Dans ta navigation, ça découle de l'organisation de ton contenu. Donc, tu ne peux pas commencer avec ça. Et puis, si tu commences avec ça, tu te mets dans le trouble parce qu'ensuite, le client, il va comme avoir dans la tête que c'est ça qu'il va avoir comme résultat. Et puis là, ça va, à chaque fois que tu vas vouloir changer quelque chose parce que dans ton premier 5 minutes là, de travail sur ce site web-là, ben, tu n'étais pas tombé sur la solution finale. À y réfléchir, tu as eu des meilleures idées, mais là, tu vas avoir de la résistance venant du client parce que tu vas lui livrer autre chose que ce que tu lui avais promis. Donc, c'est vraiment une mauvaise idée, mais peut-être qu'en regardant le modèle de Jesse James Garrett, il y a d'ailleurs quelqu'un qui l'a traduit en français. Sur le site de Jesse James, justement, il y a des liens vers la version française de son modèle. Et puis c'est un PDF d'une page. Ça fait que ça peut se donner à des clients possiblement. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, j'ai fourni le lien sur... D'accord. Le lien du PDF, ça a été mis sur son blog. Le lien de ton blog a été mis dans le chat. Jesse James Garrett, je pense que c'est jjg.net. Si je peux me permettre, parce que la question était au niveau des ventes, puis j'en fais de temps en temps des ventes dans le cadre de mon travail. Je pense que un des arguments clés au niveau client, c'est que si tu commences avec une maquette graphique, ton projet il va coûter plus cher et les résultats ne vont pas être les résultats attendus. Donc, je pense qu'il y a une question de rentabilité, profitabilité et de coût en bout de ligne. Si on définit dès le départ, comme tu l'expliques, ce que tu dois faire,
ben, tu ne vas pas spinner dans le beurre avec 50 millions de maquettes à refaire tout, à tout faire. Donc, au niveau client, je pense que l'argument de vente clé, c'est que ça va coûter moins cher. C'est vendeur en général. Mathieu, il y a Loïc en arrière. J'ai pas une voix qui porte très fort, mais quelque chose qui peut être intéressant, c'est de fonctionner par analogie. L'être humain adore ça. Et surtout, une personne qui n'est pas spécialiste dans le web, par exemple, c'est de lui présenter une analogie qu'il peut comprendre. Par exemple, vous dites, vous allez acheter une maison aujourd'hui, vous allez demander à un architecte un plan, et puis il va vous donner quelque chose sans même vous en avoir parlé, et puis il va vous construire ça, parce que vous êtes d'accord. Ben, je ne suis pas certain. Hein. C'est assez facile à comprendre. Pareil pour une voiture. Est-ce qu'un constructeur de voiture va sortir un nouveau concept de voiture à 3 roues, à 6 roues, sans même faire une seule étude de marché? Je ne suis pas certain. Pour savoir de quoi les gens ont besoin, de quoi les gens sont capables d'acheter, sont prêts à acheter, qu'est-ce qui est utilisable, acceptable, utile. Voilà. Évidemment. Elle est super simple, tu as juste à répondre par oui ou par non. C'est-tu déjà arrivé que... Qui es-tu? Pardon, je suis Adrien Léry, puis je me demandais en fait, un client à qui tu remets des recommandations, des fois ça doit être frustrant, certains ne le font pas pour toutes sortes de raisons. Ceux qui le font, c'est-tu déjà arrivé qu'ils ne prennent pas leur point de conversion supplémentaire? À ta connaissance? C'est parce que nous, on appelle ça des points de conversion, là, des appels à l'action. Mais pour un client, il ne comprend pas vraiment là, exactement qu'est-ce que c'est. Ça, c'est le jargon du monde du web. Mais Bon, disons que si tu as déjà travaillé sur un mandat pour un commerçant web, qu'il n'ait pas doublé ses ventes en mettant simplement en place ta recommandation. c'est sûr que c'est une vente qui est toujours difficile. Parce que ce n'est pas... c'est comme l'accessibilité, l'ergonomie. C'est intangible jusqu'à ce que tu mesures les résultats. Donc, a priori, pour un client, ce n'est pas évident qu'il faut investir dans la conversion, dans l'ergonomie. C'est seulement par après, lorsqu'on a des échecs, que là, c'est beaucoup plus facile à vendre. Je comprends, mais la question t'était adressée à toi, là, simplement, Marc Poulain, si tu prends tes 10 derniers clients à qui tu intervenais dans un objectif d'augmentation des conversions, s'ils en avaient constaté à chaque fois, pour ceux qui le mesurent, c'était là où j'attendais simplement un oui ou un non. J'ai pas vraiment de statistiques comme ça. Là, j'en ai pas suffisamment fait comme ça. Tu n'as pas mesuré tes taux de conversion. Il y a toutes sortes de facteurs, disons. C'est comme... c'est multivariable, ce genre d'effet-là. Là. Si on veut mesurer un effet bien simple, il ne faut pas qu'il y ait 5 choses qui changent en même temps. Encore, Denis? Je serais curieux de savoir, c'était un peu le même genre de questions qui étaient posées au départ. Je n'ai pas complètement entendu la question, mais est-ce que tu serais capable de comparer une intervention auprès d'un client avec lequel tu aurais travaillé avant d'avoir réfléchi à un modèle comme celui-là, puis un autre client avec lequel tu aurais appliqué un modèle comme celui-là, puis voir des gains entre les deux approches? L'approche plus traditionnelle, puis une approche qui serait plus inspirée du modèle que tu as présenté. J'aimerais bien pouvoir faire ça l'année prochaine. Revenir ici, puis vous donner des statistiques, parce que pour ce qui est du modèle des pourquoi, je viens juste de pondre ça au mois de décembre. Puis en fait, je l'ai raffiné en janvier. Donc, c'est tout nouveau. Je n'ai pas vraiment... Ça va me faire plaisir de revenir et de vous faire part des succès si j'en ai l'année prochaine. On aimerait savoir un Jesse James Garrett québécois, c'est cool. Je pense pas que ça va être moi.
la mademoiselle ici ensuite. Salut Marc, Bonjour Paulina. je sais pas si ça marche. Est-ce que quelqu'un tout le monde m'entend? Oui, c'est bon, on t'entend. Tu parlais de dans ton modèle des pourquoi pour faire revenir les gens. J'ai un site où est-ce que j'aimerais bien développer cet aspect-là. Je pense que c'est ça qui manque en ce moment. Tout le reste y est. C'est quoi les meilleures pratiques du jour? C'est-à-dire les éléments qui fonctionnent vraiment bien pour faire revenir les gens dans le site. Bien, dans ton cas particulier, ceux qui sont déjà inscrits, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'ils vont recevoir des... C'est parce que je connais bien le cas de Paulina parce qu'elle a un site qui fait du matchmaking de familles qui cherchent des gardiennes et des gardiennes. Donc, il faut s'inscrire à ce site-là et les gens qui sont inscrits reçoivent des alertes. Par exemple, les gardiennes reçoivent une alerte pour dire qu'il y a un poste de disponible. Donc, pour ce qui est des gens inscrits, c'est relativement facile. Ceux qu'on veut voir revenir, c'est ceux qui ne sont pas inscrits parce qu'on veut qu'ils le deviennent. Là, à ce moment-là, bien, il y a toujours le classique, envoyer l'information à un ami qui, lorsqu'on arrive sur ton site, peut-être que quelqu'un, ça ne l'intéresse pas directement, mais ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre. Donc, ça pourrait être un exemple de choses qui pourraient être faites. Évidemment, je ne sais pas, il faudrait que j'y pense là, à ton site. Plutôt les pratiques, en général, les pratiques du jour, qu'est-ce qui Bien, je ne connais pas de liste de ce genre de fonctions-là. Si ça existe, pointez-moi vers ça, s'il vous plaît, là, mais j'en connais pas. Il faut y réfléchir. Donc, en fait, ça dépend c'est cas par cas, ça dépend, j'imagine, de ton industrie, de ta cible, des choses que la cible recherche, c'est ça? Oui, mais il y a peut-être aussi les infolettres. Quelqu'un pourrait s'abonner simplement aux infolettres pour avoir de l'information sur comment choisir des gardiennes, par exemple, ou combien on doit payer une gardienne, ce genre d'informations-là. Et éventuellement, lorsque la personne sera prête, psychologiquement, ou que le besoin va arriver à ce moment-là, bien là, comme elle revient occasionnellement au site, bien là, elle pourra s'inscrire. Tu feras ta conversion à ce moment-là. Bonjour Marc. J'aimerais savoir comment on fait pour décider si on doit aller vers un site web qui va être davantage une application à saveur Ajax ou si ce serait plus avantageux de rester avec une approche plus traditionnelle. Toute une question, ça? C'est pas vraiment dans le sujet de la conférence, mais la partie Ajax, ça a rapport avec ça peut vous aider au niveau du temps-réponse. Ça a plus rapport avec le rafraîchissement de l'information. Donc, si j'avais un site qui devait afficher, disons, des changements au niveau de la météo, par exemple, je pourrais avoir un site relativement normal, statique, et j'aurais simplement une zone qui serait rafraîchie via Ajax. Et là, le rafraîchissement se ferait périodiquement, disons à toutes les heures. Mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de dogme à dire voici le moment où j'utilise Ajax et d'autres cas où je ne l'utilise pas. Mais il y a une chose cependant. Moi, ce n'est pas mon expertise Ajax, mais il y a sûrement du monde dans la salle ici, là, des gens de W3 Québec, peut-être Mathieu, qui pourrait vous répondre un petit peu plus là-dessus. De qui de savoir si on va plus vers le traditionnel ou le Ajax? Est-ce
que c'est un problème qui est simplement technique? Ou parce que, je veux dire, ça change quand même la nature du site web au niveau de la navigation. C'est un site qui reste toujours à la même page. C'est quand même différent d'un site web avec des liens à pages multiples. C'est Je pense que c'est au niveau-là. Je pense qu'au niveau de cette question-là, ouais, c'est ça. Donc, au niveau de la question de est-ce que c'est mieux avec ou sans Ajax, la réponse, c'est une question d'accessibilité web. Donc, est-ce que c'est du Ajax non intrusif qui permet d'avoir un certain effet de navigation, par exemple, la page ne change pas, mais le contenu change, etc. Puis que si jamais on n'a pas JavaScript activé, quand on clique sur un lien, ça nous permet quand même de balancer de façon traditionnelle vers la page actuellement appelée par le call Ajax. Dans un tel cas, ça devient plus une question de feeling, parce qu'au niveau qualité, qu'une personne qui a ou non un parseur JavaScript ou finalement JavaScript activé va pouvoir voir l'information. Non, en fait, si c'est non intrusif, il y a moyen de ne pas avoir un impact sur le référencement web aussi. Ben, c'est ça, c'est la même chose que tu dis. Puis le terme, je ne sais pas de la traduction, mais en anglais, c'est graceful degradation. C'est que normalement, tu n'es jamais supposé d'avoir quoi que ce soit qui n'est pas faisable sans JavaScript. Donc, tu fais des ajouts d'interface, des améliorations pour que ça soit plus utilisable, pour que ça soit plus plaisant, plus rapide, mais il faut toujours que ça fonctionne sans. Donc, normalement, par exemple, si tu fais un search Ajax qui va donner les résultats dynamiquement dans la page, il faut que si tu n'as pas JavaScript, tu te retrouves à une page de résultats puis tu as les résultats. Pour que si c'est un lecteur d'écran ou quelqu'un qui a désactivé JavaScript ou je ne sais pas quoi, ça va fonctionner. Puis tu peux faire une version par app. Normalement, c'est que tu commences sans Ajax puis tu le rajoutes sur une couche de fonctionnalité plus avancée pour ceux qui peuvent l'avoir. Mais c'est pas un choix entre les deux. Il faut toujours respecter les standards web. Patrick, qui est notre hôte ce soir, si jamais vous avez des questions concernant la station-ci, vous pouvez toujours aller le voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Discussion, réflexion. Est-ce qu'il y a encore de la lavalide? Il reste encore de la valide pour ceux qui ont encore soif. On va procéder au tirage Kung Fu, roulement de tambour. Merci Marc. On va l'appeler.